c'est pas grave. J'appelle donc la session 3, le rôle de l'édition dans l'urgence d'intégrité. Je vais être extrêmement brève dans l'introduction de cette troisième session, parce que nous sommes évidemment tous présents. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Chérifa Boukassem, qui est professeur des universités en sciences de l'information et spécialiste de la publication Sciences ouvertes. Dominique Leblu, qui est directrice éditoriale du pôle sciences, qui recouvre sciences et avenir, et la recherche. Je m'assois, ça sera mieux. Hervé Maisonneuve, qui est, vous le savez, créateur et lanceur d'alerte, mais depuis quelque temps lanceur d'alerte depuis très longtemps, mais rédacteur d'un site qui a de plus en plus de reconnaissance dans le milieu académique, c'est rédactionmédicale.fr. Jacques Pie, qui est professeur de psychologie sociale à l'Université de Toulouse, référent intégrité, mais également rédacteur en chef d'une revue. Donc tous ces collègues sont ici à titre bien sûr, de spécialistes, chacun d'une partie de ce monde qui est l'édition. Alors pour commencer, je vais peut-être passer la parole de manière le plus classique possible, c'est-à-dire à Jacques Pie, parce qu'il va nous parler de l'édition et des problèmes éventuels, pourquoi l'urgence de l'intégrité et surtout de son chapitre donc, dans ce livre. Merci, donc 5 minutes pour plus. Merci Michel. Alors, la question qui nous a été posée, c'est qu'est-ce qui nous a donné envie d'apporter notre contribution à cet ouvrage. Pour ma part, j'ai voulu faire une sorte de témoignage en tant que rédacteur en chef d'une revue scientifique depuis un certain nombre d'années, confronté assez régulièrement à des problèmes de plagiat et surtout en fait d'auto-plagiat. Alors des problèmes de plagiat, on en voit passer de temps en temps, mais c'est pas le problème de fond. Le problème de fond qui m'a semblé devoir être un peu développé, c'est celui de l'autoplagiat. Il y a à peu près 20% des articles qu'on reçoit pour lesquels il y a un problème d'autoplagiat. Il y a une partie substantielle du texte qui est envoyé qui a déjà été publié par ailleurs. Alors évidemment, ça n'a pas la gravité d'un plagiat. Et j'ai voulu questionner cette idée. Est-ce que l'autoplagiat pose un problème d'intégrité scientifique? Et dans ce chapitre, je finis par conclure que oui, tout de même, ça pose un problème d'intégrité scientifique parce que ça participe en quelque sorte à dévoyer un peu la construction de la science. Plutôt que de conceptualiser, de reconceptualiser certaines notions, on se contente de recopier une production qu'on a déjà faite. Et ça rentre aussi, ça a un certain écho par rapport à l'évolution depuis une bonne quinzaine d'années du nombre d'articles scientifiques qui paraissent. Le nombre d'articles a été multiplié par 2 dans les 15 dernières années sur le plan international. Du nombre de co-auteurs pour chaque article, là aussi, sur un plan mondial, le nombre de co-auteurs a été multiplié par 2 pour chaque article depuis une quinzaine d'années. Même pour la France, ça a été multiplié par 2,5. Et donc, comme chacun peut se sentir responsable, s'approprier en quelque sorte les articles qui sont coécrits, si chacun va réutiliser une partie du texte déjà publié, on va finir par avoir un nombre impressionnant d'articles parus qui chacun aura une redite conséquente par rapport à ce qui a déjà été produit. Donc ça pose la question de la responsabilité scientifique.
sachant que il y a un système un petit peu productiviste, tayloriste même, qui se développe dans la production scientifique, avec une division du travail scientifique. Les uns vont plutôt se focaliser sur l'introduction, d'autres sur le traitement des données, d'autres encore sur la discussion des résultats. Et on peut se demander s'il n'y a pas une perte de la responsabilité scientifique dans ce processus. Alors, comme rédacteur en chef, moi je dispose d'un logiciel qui est relativement efficace, probablement parce que Elsevier, la maison d'édition, traite les articles avant qu'ils ne me parviennent, mais bon, en 3 clics, j'arrive à avoir un pourcentage de recouvrement, et en analysant assez rapidement, en quelques minutes, l'article, je vois quels sont les passages qui ont été repris. Et donc, d'une manière générale, ce qu'on fait, c'est chaque fois qu'un article est en révision, ça concerne à peu près 40% des articles, on envoie tout simplement aux auteurs ce rapport de recouvrement pour qu'ils se corrigent afin d'éviter ces redites, ces autoplagiats un peu permanents. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci beaucoup, Jacques. Et donc, je voudrais passer la parole à Hervé Maisonneuve, parce qu'il voit passer tellement de cas graves de plagiat et qui sont, pour nous, qui ne sont pas de son domaine. Alors, l'une des questions, c'est bien sûr, est-ce que c'est un peu spécifique à la médecine? C'est ça la question, parce que c'est quand même assez étonnant, quelquefois, de voir les énormes cas que... Mon chapitre, ça a été est-ce que les standards de publication en période de pandémie ont été menacés ou ont changé? Il faut voir que les revues, je passe, ont été submergées par les articles dans toutes les disciplines, recevant 2 à 3 fois plus d'articles. Les revues n'étaient pas préparées, donc elles ont vu arriver tout ça. Il n'y avait pas les relecteurs. Donc les rédacteurs se sont dit, est-ce que je fais la relecture à la place d'autres? Les revues ont été en compétition, les articles non-Covid avec les articles Covid. Donc il y a eu des grosses difficultés sur beaucoup de revues. Est-ce qu'on relâche les standards? Et l'idée des rédacteurs des revues, c'est est-ce que je ne vais pas louper le hot paper qui va faire parler de ma revue et qui va se faire citer au milieu de tout ça? Donc des revues, même prestigieuses, ont pris des vrais risques à publier des choses non validées. Et il y a beaucoup d'exemples là-dessus. J'en prendrai qu'un seul parce qu'il est médiatique. La première publication de M. Raoult, quand même, 26 cas. La publication est faite 14 jours après l'autorisation du comité d'éthique d'une étude qui devait durer 15 jours. Déjà, on n'est pas dans les clous du comité d'éthique. On a éliminé 6 malades parce que 3 sont partis en réanimation, 1 est mort, 1 a eu des effets indésirables sans aucune chose. Pas aucun critère clinique dans cette étude. Ce n'était que des dosages PCR dont on connaît la variabilité, et sur 5 et 6 jours, même pas sur 14 jours, comme prévu avec le comité d'éthique. Ça n'a étonné personne. 3500 citations en 8 mois, donc la revue, vous allez voir, on connaîtra dans quelques jours le facteur d'impact, il va être multiplié probablement par 10 pour la notoriété de la revue. Dans la revue, on a publié dans Hollandais épidémiologiste que c'est inadmissible, qu'on ne peut pas y croire, que c'est inacceptable, pour éviter de rétracter. Donc on n'a pas voulu rétracter, mais on a dit on reconnaît que c'est mauvais. Donc là, on a eu le pire, et ça s'appelle des revues d'autopromotion. Et je dis très clairement, combien de M. Raoult en France ont les mêmes pratiques de publication, puisqu'il dit avoir fait 3500 articles, et il a tweeté la semaine dernière que sur son article rétracté, il n'avait aucune responsabilité puisqu'il n'avait pas participé à l'expérience et qu'il n'avait pas relu l'article. C'est tweeté, hein, je pourrais vous donner la source. Donc, sur mes articles rétractés, je n'ai pas de problème, je ne fais pas l'expérience. Donc, si vous voulez, sans aller dans les détails de tout ceci, c'est un échec
total de la science ouverte. La science ouverte, c'est on devrait avoir accès aux données sources. Les données sources de 26 dossiers, comment l'ANR, qui est remercié dans l'article, l'Université de Marseille, l'Université de Nice, l'Agence du médicament, et je ne vous les cite pas tous, n'ont pas demandé est-ce qu'on pourrait avoir les dossiers des malades et réanalyser. Ça s'appelle la science ouverte, et la ministre ne parle que de la science ouverte. Donc, échec total de la science ouverte. Je ne vous lirai pas quelques points de la déclaration de Singapour qui font trembler quand on les lit, et je ne vais pas vous les lire parce que vous les connaissez. Donc, échec de la déclaration de Singapour. On va continuer à faire des guides, à faire des guides, à faire des guides. On sera tous très contents d'avoir des guides, mais à quoi servent-ils? Peut-être que ce sera, mais je ne crois pas, l'ouverture, parce qu'il y a quelques petites choses qu'il montre sur les académies internationales, le réseau des académies, un jour pour une accréditation ou une certification des revues, mais je crois qu'on en est encore très loin. Merci. Merci beaucoup. Il semble qu'on ait un problème de son qui n'est pas réglé avec le déplacement du micro. Donc je vais quand même continuer. Désolée pour les personnes en ligne. Donc je vais maintenant passer la parole peut-être à Chérifa qui va nous dire est-ce que face à ce débordement et cet emballement, on dirait, des publications, est-ce que la science ouverte pourrait être une solution ou pas? Good luck. Oui, alors c'est pas tout à fait le contenu du chapitre. Donc voilà. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ces derniers mois, et particulièrement avec la pandémie, on a eu la possibilité d'observer et de constater que la science ouverte parfois relevait davantage du discours performatif que de la pratique scientifique réelle au sein des communautés scientifiques. Alors, le chapitre que j'ai proposé dans cet ouvrage avait pour but de couvrir un angle mort sur la question de l'éthique, notamment par le biais de l'usage des plateformes des réseaux sociaux par les chercheurs et plus particulièrement par les jeunes chercheurs. Les réseaux sociaux académiques, en particulier, je prends deux exemples que vous connaissez sans doute tous, c'est Academia et ResearchGate. Ce sont des réseaux sociaux qui sont arrivés juste après la crise des subprimes en 2008 et qui ont eu énormément de succès auprès des communautés scientifiques puisqu'ils ont parfois pallié à des problèmes de diffusion. Les chercheurs n'ayant pas la possibilité d'accès au PDF des articles de leurs pairs, eh bien, pouvaient accéder via les plateformes de réseaux sociaux. Il faut reconnaître très clairement l'utilité de ces plateformes pour le besoin d'accès à l'information des communautés scientifiques. Et c'est ce qui explique d'ailleurs leur grand succès, le fait qu'ils soient arrivés à fédérer véritablement des communautés autour d'eux en leur donnant accès à des textes, à des contenus. Alors là où ça devient intéressant, c'est que lorsqu'on observe l'usage sur plusieurs années, c'est ce que nous avons fait dans le cadre d'un projet international, nous avons observé les pratiques des jeunes chercheurs sur plus de 4 ans autour des réseaux sociaux, en particulier ResearchGate et Academia. Eh bien, on s'aperçoit qu'entre le chercheur et ses pratiques sociales, ses pratiques communautaires et les plateformes de réseaux sociaux, se tissent des concordances, des justifications, une forme de diplomatie, pour reprendre des éléments qui ont été mentionnés tout à l'heure, où finalement, la plateforme apporte de la visibilité et de la réputation aux chercheurs qui l'utilisent, et elle récupère de la part des chercheurs des contenus qui viennent télécharger directement sur la plateforme. Et c'est ainsi que, par exemple, Elsevier a pu faire le constat de voir que l'essentiel des contenus téléchargés sur ResearchGate étaient des contenus publiés dans ses revues, sur des revues Elsevier, et c'est la raison pour laquelle il est allé au procès à Berlin contre ResearchGate. Et il a obtenu gain de cause en ce sens où ResearchGate a retiré quelque chose comme 100 000 papiers de Elsevier, mais pas plus que ça. Et l'une des raisons pour lesquelles ResearchGate n'a finalement pas du tout souffert de ce procès, c'est que les communautés scientifiques sont complètement en addiction devant la facilité de partage, la facilité de networking et les scores que ResearchGate propose aux chercheurs, puisqu'aujourd'hui on a un ResearchGate score qui remplace quasiment le H-index. Et juste pour finir, là où il y a aussi une dimension
que je qualifierais d'éthique importante à prendre en compte, c'est que le succès des plateformes de réseaux sociaux académiques type Academia et ResearchGate pour créer des jeunes chercheurs surfe complètement sur les arguments et les repères discursifs de la science ouverte et de l'open access. Nous sommes au service de l'open access, de l'open science, etc., alors que, techniquement parlant, on est à l'opposé de ces logiques-là, puisqu'on est finalement sur des logiques de marchandisation de l'information scientifique, de digital labor, de valorisation du travail du chercheur qui est proposé gratuitement sur la plateforme. Et finalement, pour finir, on est face à un nouveau type d'acteur venant du web qui investit le monde de la publication scientifique et de la science en particulier avec des logiques marchandes et médiatiques qui sont aux antipodes finalement des valeurs dites académiques du monde scientifique. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser ici. Je vais laisser la parole pour la cinquième intervention à Dominique Leglu, parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé la manière dont, vue de l'extérieur, parce que finalement, elle est à l'interface entre le monde scientifique et le monde interne et ce fameux monde externe. Elle est un passeur de savoir quelque part, et elle est toujours d'une surprise. Enfin, ce qui se déroule au sein du monde académique semble toujours la surprendre, et c'est un peu ce qui est reflété dans son chapitre. Dominique ? Merci Michel, merci à tous de nous éclairer sur effectivement un phénomène où on pourrait dire traditionnellement, quand on est intéressé par l'univers scientifique et qu'on travaille dessus, qu'on écrit dessus, qu'on dialogue avec les chercheurs, dans un premier temps, ce qui est le plus important, ça a été dit déjà dès la première table ronde, la confiance, la confiance, la confiance. Or, on a été alerté dès les années 90, et ce que j'ai voulu dans ce chapitre, c'était aussi refaire une courte histoire, en tout cas celle à laquelle j'ai été soumise, que j'ai connue, que j'ai pu traverser, et presque le regard que je portais, merci Michel de dire que je vais de surprise en surprise, je dirais qu'effectivement, il faut se rendre compte que dans un certain milieu du journalisme dit scientifique, tout à l'heure il a été question de journalistes juristes, dans un milieu de journalistes dits scientifiques, il y a cette notion de confiance, il y a ce regard sur la méthode scientifique, sur l'activité de recherche, ce qui se passe dans les laboratoires, et dont on pense a priori que c'est fait avec rigueur et intégrité. Et surgissent régulièrement des affaires. Donc c'est ça que j'ai raconté, c'est le surgissement des affaires, je dirais depuis les années 90, en reprenant les journaux que j'ai eu le plaisir de diriger, aussi bien Sciences et Avenir que La Recherche, et à un moment à Libération. Et j'ai retrouvé, vous savez ce que c'est, hein, vous-même vous avez dû écrire des choses et puis vous avez largement oublié ce que vous aviez écrit. J'ai retrouvé des interviews que j'avais faites, notamment de chercheurs connus comme Henri Atlan. Il y en a deux autres aussi, ils me pardonneront de les avoir oubliés, qui évoquaient en fait un problème structurel. Il pointait le fait qu'il ne s'agissait pas uniquement de pervers polymorphes qui narcissiquement s'arrogeaient le droit de s'autoplagier, de plagier les autres, etc. C'était beaucoup plus structurel, c'est-à-dire ce qui a été déjà évoqué. On a besoin d'argent, on a besoin de subventions, on a besoin de se faire connaître, on a besoin de multiplier les articles. Et voilà, adieu la valise. Alors, un regard là-dessus, parce que justement, ce qui compte pour le très grand public, c'est la découverte. C'est cette confiance envers des gens dont on se dit qu'ils ont choisi de se tourner vers des choses qui valent la peine.
qui enrichissent. Quelqu'un a employé ce terme tout à l'heure. Alors, comment comprendre une attitude, une méconduite, C'est difficile dans l'univers journalistique de type journaliste scientifique. Parce qu'en quelque sorte, pour parler très basiquement, c'est scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Cela étant, pour que nous conservions nous-mêmes notre intégrité, nous n'avons pas à publier des choses, soit qui soient fausses, soit qui soient plagiées. Et c'est pour cela aussi que j'ai exposé des cas. J'y ai été confrontée dans l'édition, et j'ai fait arrêter la publication d'un livre où il y avait beaucoup d'argent à la clé. Donc convaincre les éditeurs et les intermédiaires, ça veut dire que là, il faut établir une confiance à l'intérieur même de la structure dans laquelle vous travaillez. Et aussi, j'y étais confrontée pour les journaux. Et à certains moments, j'ai dû témoigner lors de certaines commissions officielles et j'ai produit des preuves et dit que s'il fallait, je me confronterais aussi au système juridique dont j'ai appris, et ça a été rappelé tout à l'heure par la table ronde juridique, qu'il était parallèle et parfois il y avait des passerelles, mais il y avait aussi des difficultés à traduire exactement, on pourrait dire, l'esprit de la publication scientifique. Or, c'est quoi l'esprit de la loi? C'est quoi l'esprit des normes? C'est quoi l'esprit de l'intégrité? Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Mais sachez que aller regarder là où ça fait mal, là où c'est moche, là où c'est parfois pervers, ce sont les journalistes juristes qui aiment ça. Donc il faut qu'ils nous aident. Merci pour cet appel au peuple. Nous sommes le peuple en débat démocratique. Merci pour ces éléments, ces témoignages de ce qu'est ce monde de l'édition, qui est encore une fois un monde, très curieusement, qui est, comme était le monde juridique, à côté de notre monde académique, alors qu'il devrait être avec nous et dans nos préoccupations. Ça ne devrait pas être simplement quelque chose d'externe. Et si ce n'était pas externe, effectivement, on se poserait des questions, des vraies questions sur ce que c'est. Et on oublierait les revues prédatrices, on oublierait un certain nombre d'éléments qui viennent encore fausser le débat et qui obscurcissent, surtout pour les jeunes, ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire en matière de publication. Je voudrais savoir s'il y a des questions déjà de la salle ou si le micro pour poser les questions est ici maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Sarah? Juste une petite. Je ne sais pas où est le micro. Est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il a été éteint? Moi, j'en ai une petite. D'accord. Sherifa, quand on développe ResearchGate et qu'on le soutient, on soutient l'illégalité? On soutient une forme assez, une appropriation des droits d'auteur, en fait. Voilà, c'est ça que voilà. Merci. Donc nous avons une question de Sarah Cavallo. Oui, en fait, moi je trouve que, je pense que l'édition n'est pas à côté de la science. L'édition, elle est vraiment dans la science, mais effectivement, elle a une histoire qui fait que les relations entre science et édition sont complexes. Mais en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a vraiment des rapports de force qui sont très puissants et qu'il y a des acteurs très hétérogènes. Il y a les institutions académiques, il y a le monde de l'édition, il y a les États, il y a les entreprises, il y a des ONG, la société civile, etc. Et donc, la question, c'est quand même, moi je pense qu'on est dans une époque de tension essentielle entre une approche de la science qui est quand même orientée vers de la propriété intellectuelle, du brevet, etc., et puis une autre approche de la science comme bien public, c'est un peu ce que disait Sonia Morales. Bon, donc en fait, on est entre ces deux-là. Je ne suis pas sûre que l'Académie ait les moyens suffisants pour sauvegarder une certaine image un peu idéale de la science. Et le danger, c'était si l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche cautionnaient un peu une image idyllique de la science,
alors que les choses se passent ailleurs et autrement, tranquillement, quoi, finalement. Donc voilà, moi je pense que c'est ce rapport de force qu'il faut vraiment essayer d'exposer à la société civile, et il y a des enjeux démocratiques qui me semblent essentiels Alors, aujourd'hui. Dominique, merci beaucoup. Je pense, Dominique, oui, alors on va prendre la question de... Mais tu as pas... C'est Léna qui demande est-ce que le monde de l'édition doit aller si vite qu'il n'y a pas le temps d'évaluer l'intégrité des publications, réaction par rapport à l'exemple du docteur Raoul. Alors c'est... Oui, alors d'abord Dominique et ensuite Hervé Maisonneuve. Joker. Dominique Leglu. Joker, ok. Lisez l'excellent chapitre qui traite justement de ce cas dans cet ouvrage du docteur Maisonneuve. Oui, Dominique Leglu. Je voulais simplement faire une remarque après l'interrogation de Sarah. On est confronté maintenant de surcroît, mais vous allez dire que c'est d'une grande banalité, aux réseaux sociaux. Et du coup, et ça rejoint les questions aussi sur le professeur Raoult, sur quelle plateforme s'exprime et la défiance, et la confiance, et la haine, et l'amour. Parce que brusquement, alors que nous sommes dans une instance, dans un lieu de rationalité en principe, là, on est dans un territoire émotionnel total. La meilleure preuve étant, selon moi, qu'au bout de 4 ou 5 réactions, contre-réactions, on ne sait plus qui parle. On ne sait plus d'où émane quelque chose. Et il faut un travail très fastidieux de reconstitution de qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a... Et là, on y est confronté maintenant. Rappelez-vous les médias traditionnels. Vous avez un courrier des lecteurs, vous avez une loi qui permet d'envoyer un droit de réponse, qui répond à des critères juridiques très précis. Tout ça a volé et vole en éclats. Donc, comment fait-on? Et vous savez très bien que la question des plateformes, elle est au cœur, pas seulement de la vie privée, mais justement de l'expression tous azimuts, même sur des choses scientifiques. Et on en a eu un cas extraordinaire avec tout ce qui s'est passé en France sur les travaux de Didier Raoult. Oui. Je veux dire deux mots Oui, pour répondre à chaque cette question. Pierre-Jean Bengozi, tout à l'heure, a utilisé le terme responsabilité. Mais je pense que c'est exactement le terme approprié en la matière. Dans le cas du professeur Raoult, la première responsabilité, déjà, elle incombe au CPP, au Comité de protection des personnes. On a quand même, en France, une loi qui est passée, la loi Jardé, pour protéger les participants à des recherches, et qui est censée regarder de près la méthodologie, le dossier scientifique qu'on lui soumet. Bon, il y a eu un aval d'un CPP. Première responsabilité. Il y a la responsabilité de l'hôpital, évidemment. Et puis, il y a la responsabilité du rédacteur en chef de la revue. Certes, quand il y a un emballement comme ça, en termes de volume d'articles soumis, c'est difficile à gérer, mais ça relève de la responsabilité du rédacteur en chef. Personne ne l'oblige à aller plus vite que la musique. Il y a un problème pour trouver des reviewers dans une période comme celle-là, et à mon avis, c'est ce que je développe dans le chapitre, c'est un vrai problème fondamental, structurel, le fait qu'on ne parvient plus à trouver des reviewers. Mais bon, rien n'oblige le rédacteur en chef à publier un mauvais article, en plus en toute connaissance de cause. Merci beaucoup. Je ne stigmatise pas un gars, M. Raoult, je stigmatise un système. Non. Attention. Oui, hein. oui. Alors justement, il y a, je ne sais pas s'il est en train de suivre en ligne, mais Jean-Philippe Denis qui a écrit également un chapitre. Et globalement, ce problème structurel qui est rencontré dans toutes les revues, c'est-à-dire
tout le monde est poussé à publier. Étant poussé à publier, on n'a plus le temps de faire du bénévolat pour reviewer les articles des autres, ou alors on le fait vite, ou alors on a des excuses. Et du coup, quand est-ce que ça va s'arrêter, ou qu'est-ce qui va se passer? Pierre-Jean Mengosi, mais il faut... Non, il ne marche pas. Oui, juste un point sur ces questions je pense qu'il y a un point, alors une formation d'économiste, mais je vais revenir sur le modèle économique, parce que c'est quand même central. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des dispositifs où, dans les publications, les auteurs gagnent, parce qu'ils gagnent de la réputation, de la visibilité, etc. Les revues, dans beaucoup de cas, en tout cas les éditeurs, quand c'est Elsevier, Monet et gagnent la revue, et les reviewers en fait, travaillent bénévolement. Peut-être la difficulté, elle est aussi liée à cette contradiction. C'est que tant que les reviewers ne sont pas rémunérés, alors que ça soit pas forcément une espèce sonnante et trébuchante, mais en réputation, en visibilité, etc., on a un système qui est complètement dissymétrique et qui ne peut que s'accentuer. Parce que moi, si j'ai du temps, je le fais, etc. Mais si j'ai du temps à passer, ou d'un moment, je refuse les papiers, parce que je préfère écrire mes propres papiers que passer mon temps à commenter ceux des autres. Oui, si je peux aussi compléter, aller complètement dans votre sens, il y a des elephant in the room, comme on dit en anglais, c'est le système d'évaluation de la recherche. On est quand même dans un système qui est encore aujourd'hui, à l'heure de l'open science, basé sur le publish or perish. Et on est indexé sur le nombre de publications publiées dans les revues, elles-mêmes indexées dans le Web of Science, etc. Et j'en veux pour preuve toutes les difficultés que l'on a aujourd'hui à faire bouger les critères d'évaluation de la recherche lorsqu'on parle de science ouverte, lorsqu'il faut faire reconnaître des pratiques d'ouverture de la science, partage des données, peer review, open peer review, etc. Et c'est vrai que dans les enjeux autour de la science ouverte, c'est le fait de changer de système, de changer de paradigme, entre guillemets, de la publication scientifique. Et le jour où on trouvera d'autres critères d'évaluation, on verra les éditeurs changer complètement de stratégie et s'aligner sur les nouveaux critères qui auront été édictés par les politiques d'évaluation de la recherche et les politiques de la recherche tout court. Je voudrais passer la parole maintenant au cinquième auteur de ce chapitre, Jean-Philippe Denis, qui devrait nous rejoindre. Jean-Philippe Denis, qui est professeur aux universités en sciences de gestion de Paris-Saclay et qui a écrit un chapitre qui s'appelle « Redevenir des artistes », justement pour... Alors donc, Jean-Philippe, j'aimerais bien, si tu m'entends... Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous et d'avoir eu des obligations un peu prenantes à l'université. Et je trouve qu'on touche vraiment aux sujets fondamentaux là. Enfin, la question de l'édition et de la place de l'édition scientifique. Avec tous les sujets, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Pierre-Jean Bengosi parce que je pense que c'est extrêmement important. Pour moi, on est vraiment dans un moment. J'avais été très intéressé par le cas SSRN. Alors ça sort un peu de ce que j'ai écrit dans cette interview que Michel m'a amicalement fait l'honneur de publier, mais donc moi j'ai été pendant 8 ans, je suis encore pour quelques semaines rédacteur en chef de la Revue française de gestion, donc j'ai été vraiment enfin, c'est une revue importante dans la communauté de sciences du management et je me suis beaucoup battu même contre la logique de la science ouverte. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, nous sommes aujourd'hui attaqués de toutes parts. Il se trouve que la Revue française de gestion n'était pas une revue en open access et que je trouvais que c'était très très important. Très important parce que dans le domaine des sciences humaines et sociales, l'open access est terrible parce qu'il faut bien un modèle économique et que quand on est un petit éditeur indépendant, ce qui était le cas, alors c'est pas forcément un petit éditeur, mais dans le cas de la Revue française de gestion, mais il y a tout un tas d'autres revues sont concernées. Finalement, l'open access, c'est la reconnaissance que tout doit être rendu disponible et accessible à tous. Et finalement, sans se rendre compte qu'on déstabilise tout un écosystème et comment dire, la viabilité même d'un écosystème qui fait exister une diversité. Et je trouve qu'on a beaucoup de mal
à faire reconnaître que nous procédons selon une logique qui est très artisanale, qu'il y a, nous nous retrouvons à être la proie voilà, à des dynamiques d'impact, de calcul d'impact, de facteurs d'impact, etc., qui nous font perdre un peu le sens du métier. Et c'est pour ça que, concernant les chercheurs, j'avais souhaité dire redevenons des artistes, c'est-à-dire finalement notre activité, pour une bonne part, si on la conçoit selon une logique artistique et pas strictement scientifique, le problème se pose un peu différemment, y compris le sujet du plagiat. J'ai entendu cet après-midi évoquer un certain nombre de thèses et on pourrait en reparler, on pourrait en parler longuement, puisqu'il se trouve que sur la thèse en question, j'avais été un des premiers à tirer l'alerte, à sonner l'alerte, y compris auprès des instances bien avant que le cas ne devienne explosif, il y a plusieurs années, c'est-à-dire en gros dans le mois qui a suivi la soutenance, j'ai sonné l'alerte. Il n'y a eu absolument aucune réaction des instances et le ministère français avait même été alerté par un ancien président d'université, sans réaction. Donc je trouve qu'on est dans une logique où rien ne remplace l'humain, rien ne remplace l'artisanat, et que simultanément, nous sommes rentrés dans une sorte d'hypocrisie générale absolument dramatique sur la question de l'open access. Ça a été évoqué par notre collègue dans le cadre de ResearchGate, et c'est là que je voudrais citer SSRN. SSRN, c'était quand même le plus grand site d'open access au monde, et finalement, s'est retrouvé cédé pour plusieurs millions de dollars à Elsevier en bout de chaîne, qui a racheté SSRN. Donc on a des sortes d'aspirateurs à contenu comme ça, au nom d'une belle philosophie d'open access, au nom de la volonté de rendre disponible la connaissance, etc. Et on se retrouve à chaque fois les dindons de la farce. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à un moment qui me paraît tout à fait critique et tout à fait clé, qui est que rien n'arrête ce mouvement vers une république numérique, rien n'arrête cette question de l'open access. On est arrivé à un moment hallucinant où des auteurs, dès lors qu'ils ont touché 1 euro de fonds publics par l'ANR ou ailleurs, se doivent de publier leurs travaux exclusivement dans des revues en open access. Enfin, tout est fait pour faire mourir finalement tout ce qui n'est pas en open access, alors même qu'on a un ogre qui s'appelle les GAFA derrière. Alors, nous, dans l'édition, on s'appelle Elsevier, on s'appelle... Mais précisément ceux contre lesquels on prétend se battre, qui n'attendent que ça, c'est-à-dire que finalement, tout le monde travaille gratuitement. Tout le monde travaille gratuitement, les auteurs, les évaluateurs, les éditeurs, enfin tout ce que vous voulez. Donc détruisent petit à petit toute la diversité des écosystèmes. Et à la fin, les mêmes deviennent de plus en plus forts, de plus en plus gros, de plus en plus importants. Et sur le passage, font mourir toute la diversité des écosystèmes. Et c'est pour ça que j'aimais bien l'image des artistes, parce qu'on a très bien connu ça dans l'industrie musicale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Prince, qui faisait ses concerts avec Slave écrit sur sa joue, parce qu'en face, les acteurs, les grandes majors de l'industrie musicale, ne rêvaient que d'une chose, c'était de payer le moins possible des artistes, de faire travailler gratuitement le plus grand nombre possible d'acteurs, et finalement... Oui, je suis peut-être un peu long. Merci. Je vois Michel qui est sur le micro. Merci. Je pense qu'on a très peu de temps. On est déjà pas mal en retard, mais comme d'habitude. Enfin, en conférence débat. Jacques Pie, en 1 minute, si tu... Oui, en 1 minute. Il y a un problème terminologique. Il y a une confusion qui est entretenue au plus haut niveau institutionnel entre l'open science, c'est-à-dire la science ouverte, et l'open édition. Et en fait, ce sont 2 choses qui n'ont pratiquement rien à voir l'une avec l'autre. La science ouverte, c'est fait pour faciliter la reproductibilité des données, sachant que c'est un problème majeur qui est apparu aujourd'hui, on le sait à la fois en médecine, en psychologie et dans d'autres disciplines expérimentales. Il y a tout un tas de recherches parues dans les meilleures revues qu'on ne parvient pas à reproduire. Et la science ouverte, elle a comme vertu d'essayer de traiter ce problème-là. Et puis l'open edition, c'est une affaire de modèle économique. Et on nous fait croire que l'open edition, c'est de la science ouverte, mais non. Croire que c'est gratuit
de faire de l'édition, il y a une très grande naïveté là-dedans. Des modèles économiques, il y en a toute une panoplie. Je me souviens d'un collègue il y a 30 ans de ça qui était en physiologie animale et qui payait pour publier. Ça me paraissait extravagant à l'époque. Dans sa discipline, c'était comme ça. C'était une toute petite communauté. Aucune revue de cette discipline ne pouvait se vendre d'une manière rentable. Donc, les auteurs payaient. C'est un modèle économique. Il y a d'autres disciplines où ça viendrait absolument à l'idée de personne de payer pour être publié, mais il y a quand même bien quelqu'un qui paye à un moment ou à un autre. D'accord. Écoutez, je vais arrêter maintenant cette session. Chaque session, vous l'avez vu, est totalement passionnante et on devrait faire des débats plus souvent. Donc nous vous convions bien entendu à toutes les manifestations que nous faisons à l'IRAFPA, parce que le débat est toujours de cette nature et donne toujours envie de dire oui mais, oui mais, oui mais. Je remercie nos 4 auteurs et orateurs, 5, pardon, avec Jean-Philippe Denis,